Eh bien, bonjour. Donc, je vais poursuivre la lecture de Jacques le Croquant d'Eugène Leroy. Donc, nous étions, voilà, page 46. Depuis que nous avions reçu cet acte de sortie, et après que la chienne fut à Cendrilleux, ma mère était plus tranquille. C'était l'affaire de quelques mois et, à la Saint-Jean, nous quitterions cette mauvaise métairie où nous crevions de faim. Surtout, nous ne serions plus exposés à quelque méchante affaire de la part de cette canaille de Laborie. Mais quand un malheur est en chemin, il faut qu'il arrive. Une nuit, nous entendîmes grapper à la porte avec des petits ginglements. C'était la chienne, fit mon père en allant ouvrir. J'avais pourtant bien dit à mon cousin de la fermer et de l'attacher pendant quelques jours. La chienne entra, traînant un bout de corde qu'elle avait coupé avec ses dents, et sauta après mon père en aboyant joyeusement. Ma mère ne dormit pas du reste de la nuit, tracassée par cette affaire-là, et comme sentant approcher un malheur, le matin, sur les 9 heures, nous finissions de manger la soupe, quand tout à coup la chienne sortit en aboyant, et une seconde après nous entendîmes un coup de fusil. Quelques plombs vinrent ricocher contre la porte ouverte, jusque dans la maison, l'un desquels blessa ma mère au front, ce qui lui fit jeter un cri. Mon père alors saute sur son fusil, écarte ma mère qui veut l'arrêter et court dehors. Devant lui, il voit la chienne étendue, morte, le sang lui sortant par la gueule, et à l'entrée de la cour, Laborie, qui rendait aux gardes son fusil déchargé. Canaille, tu ne feras plus de misère à personne. Et avant que l'autre ait songé à se sauver, il épaule son fusil et il est en raide mort. Tandis que Mascret, pâle et lui-même plus mort que vif, ne savait où il en était, ma mère survenait avec de grands cris. « Ah, Martissou, qu'as-tu fait ?» ?»« C'est lui qui l'a cherché, répliqua mon père. Ça devait de toute force arriver. » Du temps qu'aidée du garde, ma mère à côté Laborie, contre un tas de bruyère pour lui porter secours, mais bien inutilement. Mon père rentre à la maison, prend ses souliers, son gros bonnet de laine, passe son havresac en sautoir, met dedans un morceau de pain, sa corne à poudre, son sac à grenaille, m'embrasse, sort, son fusil à la main et tire vers la forêt. Moi, je sortis aussi, ne voulant pas rester seul, et je fus rejoint ma mère, qui regardait piteusement ce corps étendu. Il était là, les yeux fixes, la bouche entr'ouverte, comme pour crier, les bras retombés le long du corps. On voyait qu'il avait eu conscience de sa mort. Le garde avait déjà son gilet et défait son gilet et déboutonné la chemise pour se rendre compte, et au milieu de la poitrine, dans les poils rouges qui foisonnaient, le coup avait presque fait balle, et la blessure, horrible à voir, saignait. Pendant ce temps, Mascret courait vers l'herbe, et sur son chemin semait la nouvelle, en sorte que les gens arrivèrent bientôt. Le premier qui vint, ce fut l'homme à la Millon, de Puymaigre. Il regarda tranquillement le mort et dit « Je plains Martissou, et vous autres pour les conséquences, mais quant à ce gueux-là, je ne le plains point. Il n'a que ce qu'il a mérité 100 fois. » Et tous ceux qui vinrent, des paysans de par là, dirent de même « Il ne l'a pas volé » ou bien « C'est une canaille de moins » et autres raisons de ce genre.
Mais peu après, survint un grand train, le comte de Nanzac, à cheval, avec son piqueur et dom Ange Albert, qui n'étant pas trop bon cavalier, s'accrochait à la selle. Alors tout le monde se tut. Le comte regarda le corps un instant, puis demanda à ma mère comment c'était arrivé. Après qu'elle eut dit que mon père avait tiré sur la bourrie, fou de colère parce qu'un plomb l'avait blessé et que sa chienne avait été tuée, M. de Nanzac regarda la pauvre bête étendue au sol de la cour et, reportant ses yeux sur son défunt régisseur, ne dit plus rien. Sans doute, il comprenait bien que son ordre brutal de tuer notre chienne avait amené mort d'homme, et que la responsabilité de cette mort remontait jusqu'à lui. Mais sur sa figure, on n'y aurait rien connu. Il regardait le corps de la bourrie froidement, comme il aurait regardé un loup porté bas par ses chiens. Au bout d'un moment, ces gens étant arrivés, il commanda de mettre le mort sur une civière qu'on avait été chercher, et tout le monde repartit. Le lendemain, les gendarmes vinrent questionner ma mère sur la manière dont la chose s'était passée. Ils me faisaient grand-peur, ces gendarmes, avec leurs sabres pendus à un baudrier jaune et le mousqueton attaché à la selle. C'était la première fois que j'en voyais. Et tout, depuis leurs lourdes bottes jusqu'à leurs grands chapeaux bordés, me les faisait paraître extraordinairement à craindre. Aussi, tandis qu'ils étaient là, l'un à cheval sur le banc, interrogeant ma mère, l'autre debout, appuyé sur son sabre, je me faisais tout petit dans un coin. Après qu'elle aurait eu tout raconté, le plus vieux fit « Tout ça, c'est bien, mais maintenant, dites-nous où est votre homme ?» « Je ne le sais pas, » répondit ma mère. « Mais quand même, quand même je le saurai, vous pensez bien que je ne vous le dirai pas. Vous pourriez vous en cuire. Faites-y attention. Voyons. Il est revenu ici cette nuit? Non. Pourtant, on nous l'a certifié. On vous a trompé en ce cas. Enfin, après avoir beaucoup tracassé ma mère, l'avoir pressée de questions, dans l'espoir qu'elle se couperait, et avoir tâché inutilement de l'effrayer, les gendarmes s'en furent, à mon grand contentement. Le soir, sur les 10 heures, un charbonnier que nous connaissions, pour lui avoir quelquefois trempé la soupe chez nous, vint cogner à la porte. Ma mère, s'étant vitement habillée, lui ouvrit Ma mère s'étant vitement habillée, lui ouvrit après qu'il se fut fait connaître, et lors, il nous dit que mon père l'envoyait pour s'enquérir de la visite des gendarmes. Il ajouta qu'au reste, il ne fallait pas s'inquiéter de lui, attendu qu'il était couché dans une cabane abandonnée, au plus épais des bois, dans un fond plein de ronces et d'ajoncs, entre la Foucadie et le lac Vielle, où le diable n'irait pas le chercher. Seulement, il avait besoin de sa limousine pour se couvrir la nuit. Lui ayant donné la vieille limousine et la moitié d'une tourte de pain, ma mère chargea encore le charbonnier de beaucoup de bonnes paroles pour son homme, ensuite de quoi il s'en retourna. Dans l'après-midi du jour suivant, les gens de la justice vinrent avec le comte de Nanzac et des domestiques du château. Ils firent mettre Mascret et un autre dans l'endroit où il était avec la bourrie, un autre encore à l'endroit d'où mon père avait tiré, comptèrent les pas et se remuèrent beaucoup dans la cour. Après ça, un vieux, qui avait une mauvaise figure d'homme, fit raconter à ma mère la manière dont ça s'était passé. Elle répéta ce qu'elle avait dit la veille aux gendarmes présents, là avec ces messieurs, que c'était sur le coup de la colère, en la voyant blessée, elle et sa chienne morte, que mon père avait tiré sur la bourrie. Tandis que ma mère parlait, le vieux tâchait
lui en faire dire plus qu'elle ne disait. Mais elle se défendait bien. Lorsqu'elle eut fini, il essaya de lui faire avouer que, dès longtemps, mon père projetait ce coup. Mais elle protesta que non, et s'en tint à ce qu'elle avait dit. Alors le vieux renard, qui l'interrogeait, m'avisant dans un coin, fit signe à un gendarme. « Amenez-moi cet enfant. » Lorsque je fus là, devant lui, et qu'il commença à me questionner d'un air dur, faisant la grosse voix, je compris bien, quoique tout jeune, que peut-être, sans le vouloir, je pourrais lâcher quelque chose de conséquence contre mon père, et pour éviter ça, je me mis à geindre et à pleurer. Il eut beau m'interroger en français que je ne comprenais pas, en patois qu'il parlait comme ceux de Sarlat, me menacer de la prison, me montrer une pièce de 15 sous, rien n'y fit. Je ne lui répondis qu'en pleurant. Voyant ça, il se leva malcontent en disant « Cet enfant est imbécile » et passa à la porte de la maison. Ils s'en furent tous. Quelques jours après, nous sûmes que les gendarmes faisaient une battue dans la forêt, avec les gardes du château, le piqueur et aussi des paysans réquisitionnés la veille. Mais justement, un de ceux-là, sans vue trouver Jean, le charbonnier, fit prévenir mon père qui, en pleine nuit noire, alla se coucher dans le fenil de cet homme, sûr qu'on ne viendrait pas le trouver là. Et en effet, les gendarmes et tout ce monde se retirèrent à la nuit, sans avoir rien trouvé que force de lièvre, un renard et 2 loups qui se sauvèrent, bien étonnés de voir tant de gens à la fois. Le surlendemain, sur la minuit, ma mère entendit, je ne sais pas, gratter doucement la porte et se leva pour ouvrir. Moi, je dormais et je ne m'éveillais qu'au matin parce que mon père, avant de repartir, m'embrassait bien fort. Ma mère, les yeux brillants, sortit, fit le tour des bâtiments et revint disant « Il n'y a personne. » « Adieu donc, femme, dit mon père. » Et prenant son fusil, il s'en alla. Cette vie dans les bois dura quelques semaines. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mon père ne couchait guère jamais 2 nuits de suite, au même endroit, dans la même cabane. Les gens des maisons écartées, des villages autour de la forêt, le connaissaient et savaient bien qu'il n'était pas un coquin. Puis la Borie était si détesté dans le pays que tout le monde comprenait que, dans le mouvement de la colère, mon père eût fait ce coup, et nul ne l'en blâmait. Aussi, quoique bien des gens l'eussent trouvé en allant de grand matin couper un fait de bois dans les taillis, ou en se rendant au gué la nuit, par un beau clair de lune, personne n'en disait rien. Au contraire, s'il avait besoin de vendre un lièvre ou de faire porter quelque chose de tenon ou de roufignac, de la poudre à giboyer, de la grenaille ou une chopine dans sa gourde, on lui faisait ses commissions. Même des fois, il y en avait qui lui disaient « Martissou, viens souper chez nous, tu dormiras après dans un lit et ça te reposera, depuis le temps que tu l'as désaccoutumé. » Et il y allait, connaissant qu'il avait affaire à de braves gens. Chez nous, il y venait bien, mais pas souvent, se méfiant que de ce côté-là, on surveillait davantage. Et en effet, un matin, 2 heures avant la pointe du jour, 4 gendarmes vinrent entourer la maison, croyant le surprendre, mais ils en furent pour leur chevaucher de nuit. Il ne se passait guère de jour non plus que Mascret et l'autre garde ne vinssent rôder par là. Et pour guetter autour de la maison, après le soleil couché, ils n'osaient, sachant qu'ils n'auraient pas fait bon rencontrer mon père. Je crois bien qu'ils auraient autant aimé tourner d'un autre côté, mais le comte, qui rageait froid de savoir mon père en liberté, les y forçait. Ma mère, elle, ne vivait plus. La pauvre femme était toujours dans les transes, ne mangeait guère et ne dormant quasiment plus, tant elle craignait que son Martissou ne fût pris.
Elle se disait que, de force forcée, ça arriverait un jour, car d'espérer que jamais un mauvais hasard, ou de la maladie, ou quelque canaille, peut-être, ne le ferait prendre, ça ne se pouvait bonnement. Et alors, la nuit, dans ses pensées, plein de fièvre, elle voyait la cour d'assises et la guillotine, et gémissait longuement, et elle s'endormait de fatigue, elle en rêvait encore, et se plaignait toujours. Il y avait un mois, tout près, que mon père était dans les bois, lorsque le comte de Nanzac fit dire par ses gardes dans les villages, autour de la forêt, qu'il donnerait 2 louis d'or à celui qu'il ferait prendre. Comme il se doutait que Jean le charbonnier voyait souvent ce coquin de Martissou et l'aidait à vivre, il lui en fit même proposer 5. « Écoutez, Mascret, répondit Jean au garde qui lui faisait la commission. Je ne sais pas où est Martissou, mais quand même, je le saurai. Ça n'est pas pour 5 louis, ni pour 20, ni pour 100 que je le vendrai. Dites ça, votre monsieur, et ne venez plus me parler de telle canaillerie. » Malheureusement, tout le monde n'était pas solide, honnête homme comme Jean. Et il ne faut pas s'étonner que parmi tant de braves gens du pays, il se soit trouvé un coquin. Quand je parle d'un, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait eu par là des individus capables d'un mauvais coup, et en ayant fait. Ça serait faire mentir le proverbe qui dit que la forêt barade ne fut jamais sans loup ni sans voleur. Mais ceux-là même, qui auraient volé sur les grands chemins, étaient honnêtes à leur manière. Détrousser un homme passe. Pour le vendre, non. Mais enfin, le traître s'est trouvé. Il y avait au Mauresis un homme pauvre appelé Janssou, qui, toute l'année déjà, travaillait comme journalier au château de Lerme. Ce Janssou avait 5 enfants, petits tous, l'aîné ayant 9 ans, qui demeuraient avec leur mère dans une mauvaise baraque de maison affermée 2 écus par an. Tandis que lui, tout le long de la semaine, couchait dans une grange, là où il était occupé. Il ne venait pour l'ordinaire au Mauresis que le samedi soir et s'en retournait au travail le lundi matin. Comme bien on pense, avec les 12 sous par jour que gagnaient les ouvriers de terre en ce temps-là, il avait peine à entretenir le pain assez drôle, car le seigle était cher alors, et la baillarge et le métel. De blé froment, il n'en fallait pas parler, on n'en mangeait que dans les bonnes maisons. Pour le reste, les drôles de Janssou étaient à la charité, habillés de morceaux de vieille harde toutes repetassées, de mauvaises culottes en guenilles percées, à montrer la peau et tenues sur l'épaule par un bout de corde. Avec ça, les pieds nus toute l'année et couchant dans un coin de la cahute, sur une mauvaise paillasse bourrée de fougères. C'est à ce Janssou que, d'après l'ordre du comte, le maître valet, qui remplaçait Laborie pour le moment, s'adressa. Le pauvre diable fit bien tout d'abord quelques difficultés, disant qu'il ne savait du tout où était Martissou, mais lorsque l'autre lui menaçait de ne plus lui donner de travail et lui parlait de 2 louis d'or qu'il pouvait gagner facilement en le faisant guetter par son drôle, l'aîné, il dit qu'il le ferait. Ce drôle, qui avait ses 9 ans, ainsi que je viens de le dire, enfin, était fin comme une belette, rusé comme un renard et méchant comme un guenon. Avec ça, il connaissait la forêt comme celui qui la courait toute l'année, dénichant les oiseaux, cherchant des manches de fouet dans les houx et faisant des commissions pour les bûcherons et les charbonniers. Plusieurs fois, il avait trouvé mon père et l'avait épié par curiosité maligne,
mais sans pouvoir découvrir où était son gîte habituel, ce qui était difficile au surplus, car il en changeait souvent, comme je l'ai déjà dit. Dans ce moment, le carnaval était proche, et quoique d'ordinaire on s'en réjouisse, Mère le voyait arriver avec crainte, sachant bien que son Martissou voudrait le faire en notre compagnie, et appréhendant qu'on ne profitât de l'occasion pour le prendre. Aussi lui manda-t-elle par Jean de ne pas venir ce soir-là, car il valait mieux attendre au lendemain, attendu que le jour des cendres, on ne se doutait de rien. Le drôle de Janssou, à qui son père avait fait le mot, pensant aussi que Martissou voudrait fêter le carnaval chez lui, s'était caché, le soir du Mardi Gras, dans les taillis près du carrefour de l'homme mort, pour les pieds. À la nuit tombante, il l'ouït venir au fond des bois et fut bien étonné lorsqu'il vit qu'il prenait le chemin de la Grand'Val, un lieu de celui qui l'aurait mené à Combonègre. L'ayant suivi de loin, pieds nus, sans faire de bruit, il le vit entrer dans la maison où on l'avait convié. C'était chez de braves gens, à Lorez, qui étaient fermiers dans le bien de la famille du curé de Fanlac. La vieille, la femme, peinait en pensant que le pauvre Martissou n'oserait pas aller chez lui et ferait carnaval au fond des fourrés avec quelques morceaux de pain, l'avait fait engager par son homme. Aussitôt que la porte fut refermée, le drôle s'en galopa prévenir son père, qui courut au château prévenir que Martissou était chez le ré de la Grand'Val. Sur le coup, un homme à cheval, par grand train, avertir les gendarmes qui laissent là leur souper et viennent en grande hâte. À une centaine de pas de la Grand'Val, ils donnent leurs chevaux à Janssou, qui les attendait, et à petit bruit, aidés des gardes de l'Erme, cernent la maison. Il était sur les 11 heures du soir. Tous ceux qui étaient là avaient bien festoyé et ils chantaient en trinquant avec du vin cuit, lorsque deux gendarmes poussèrent la porte brusquement et entrèrent. Ce fut une grande surprise, comme on pense. Tandis que chacun s'écriait, mon père court à son fusil, qu'il avait posé dans un coin, mais il ne se trouva qu'on l'avait ôté et mis sur le lit à cause d'un petit drôle qui voulait s'en amuser. Alors il se lance vers la fenêtre, l'enjambe malgré les deux gendarmes qui le voulaient retenir, et tombe dans les mains des deux autres qui la gardaient. En un rien de temps, il fut enchaîné, les mains derrière le dos, tandis que la femme du ré pleurait et se lamentait, disant d'une voix bien piteuse « Oh, mon pauvre Martissou, c'est moi qui en suis la cause, pardonnez-moi, je croyais bien faire. » « Non, non, Catissou, vous êtes une bonne femme, et les vôtres sont de braves gens, mais j'ai été vendue par quelques canailles. Adieu à tous, et merci, cria-t-il comme on l'emmenait. En arrivant à l'endroit où étaient les chevaux, mon père vit Janssou qui les tenait. « Ah, c'est toi qui m'as vendu, gueusard. Si jamais je sors, tu es sûr de ton affaire. » Là-dessus, les gendarmes lui attachèrent au cou une corde que l'un d'eux tenait en main. Puis, étant remontés à cheval, ils mirent le prisonnier entre eux et l'emmenèrent. Cette canaillerie ne porta pas bonheur à Janssou. Une fois qu'il eut ses 2 louis, lui qui n'en avait jamais vu, se crut riche. Mais ils ne durèrent pas longtemps, car le nouveau régisseur du château mit des métayers dans les domaines tenus en réserve, de manière qu'il n'eut plus d'ouvrage pour lui. Dans le pays, personne ne se souciait de le faire travailler à cause de sa méchante action. Et ainsi, bientôt ayant mangé les 2 louis, lui et les siens prirent le bissac et disparurent. Encore aujourd'hui, de ses côtés, lorsqu'on veut parler d'un homme à qui il ne faut pas se fier, on dit traître, comme Janssou. Pour moi, c'est une canaille, sans doute. Mais je trouve ceux qui
par argent et menaces, lui ont fait faire cette coquetterie, 100 fois plus misérable que lui. Donc c'est la fin du premier paragraphe. Et je vous souhaite une agréable journée.